Donc bonjour à tous, je suis Yohann Nominé, j'ai travaillé sur l'administration de l'État islamique qui consiste à étudier l'aspect historique de l'État islamique, son aspect idéologique et également l'organisation administrative de son État. La genèse du projet, c'est le fruit d'une rencontre avec Monsieur David Gayuser, où Monsieur David Gayuser est en fait est spécialiste de l'Asie centrale. Et étant donné que je voyais d'un côté le côté idéologique et à la fois le côté pratique en Asie centrale, nous avons convenu ensemble de faire ce livre, d'écrire ce livre, qui pour ma part a été écrit pendant le premier confinement. Fallait bien passer le temps, et surtout avec une grande fierté de voir ce projet aboutir. Il faut dire aussi que j'ai un co-auteur qui est particulièrement brillant et surtout très ponctuel. Donc ça c'était vraiment avec beaucoup de plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Yohann. Bonjour à tous. Moi, je te remercie avant tout pour ta contribution, qui est une contribution lourde d'apports en termes très positifs. Je dirais, ces apports sont globaux, mais je préciserai principalement les points qui ont été vraiment très très mis en avant. Moi, j'avais longuement étudié l'évolution de la situation en Asie centrale post-soviétique, l'évolution de la situation religieuse et sociétale, avec le passage de l'athéisme officiel à l'époque soviétique au début de la réislamisation sur la perestroïka, à la reconnaissance et à la nationalisation de l'islam au moment des indépendances en 1991, et puis à partir de là, l'ouverture à la communauté internationale et à l'affirmation, je dirais, de cet islam national et à sa lutte face à des tendances extérieures de plus en plus montantes et lourdes, notamment des tendances radicales. Au début, les tendances salafistes, et puis par dégénérescence, évidemment, ça allait de pair, les tendances djihadistes. Et Yohann m'a donné justement cette matière de fond, cette matière théorique à base historique pour replacer ce thème-là dans l'idée khaldounienne. Et là, je lui laisse évoquer cette partie qui était la sienne dans le bouquin sur l'évolution par Ibn Khaldoun, l'évolution des sociales qu'on retrouvait déjà à son époque et qu'on retrouve de nouveau aujourd'hui. Alors absolument, David. Déjà, étudier l'État islamique vient du fait qu'auparavant j'ai étudié l'histoire médiévale de l'islam à Nanterre et sous la tutelle de Monsieur Gabriel Martinez-Gros, auquel je rends encore hommage. Et c'est avant tout la rencontre avec un philosophe qui est Ibn Khaldoun, et qui est bien sûr un philosophe qu'on va dire total, parce que il est à la fois historien, philosophe, sociologue, ce qui est extrêmement rare, puisque Ibn Khaldoun, c'est le 13e, 14e siècle, plutôt 14e siècle, il est né en 1332. Et Ibn Khaldoun nous explique comment s'organise l'État en islam médiéval et comment cet État va connaître un apogée et une défaite. Et comme l'idéologie de l'État islamique, c'est l'idéologie du retour à l'islam médiéval, comme c'est l'idéologie du retour à être au plus près du prophète, au plus près de la révélation prophétique, et forcément l'État islamique va suivre les règles qu'avait écrit Ibn Khaldoun sur l'islam médiéval. Et d'ailleurs, l'État islamique va tellement bien le suivre que qu'il va suivre finalement ce déclin, cet apogée, ce déclin khaldounien, et finalement cela mène à la fois à ses conquêtes de 2014, mais également à sa défaite tout aussi fulgurante en 2017, et ce jusqu'en 2019. Oui, parce que justement, on remarque, et c'est ce point que tu m'as fait découvrir dans la partie du bouquin que tu as rédigé, la première partie, c'est qu'on a une lutte entre les ethnies combattantes et les ethnies établies, non combattantes. Donc, donc ça, c'est le schéma khaldounien qui a été récupéré par l'État islamique.
Les ethnies combattantes, essentiellement, c'était les ethnies périphériques du monde musulman, essentiellement turcophones. Pour ce qui est de l'Asie, on peut aussi avoir ce schéma en Afrique subsaharienne avec des ethnies non arabes et qui, par opposition, s'opposent justement aux ethnies non combattantes arabes qui ont eu leur temps de combat. Hein. Au début de l'expansion musulmane, il y avait des combattants arabes. Mais petit à petit, ces ethnies se sont fixées, se sont fixées sur un sol, se sont embourgées leur vaillance combattante, ce qui fait que cette vaillance combattante a été transmise à des mercenaires qui se sont formés petit à petit, qui avaient leur tribu derrière eux. Et aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est que Daesh reprend ce schéma-là, puisque le commandement militaire de l'État islamique est assuré à la fois par les éléments tchétchènes. On pense à Omar al-Chishani, qui était un Géorgien d'origine, mère chrétienne d'ailleurs, Tahran Batirashvili, de son vrai nom. Et puis ensuite les éléments centra-asiatiques avec Gulmurod Khalimov, qui était un ancien haut fonctionnaire, même le directeur des aumônes, c'est-à-dire des troupes spéciales tadjiques. J'aurai l'occasion d'y revenir peut-être un peu plus tard. Alors, exactement. Déjà, il y a une chose à comprendre dans la nature du pouvoir, c'est qu'en islam, le pouvoir fondamentalement et dans son ADN est étranger à la population qu'il contrôle. Et ça, c'est une règle qui court depuis la création même de l'islam. C'est-à-dire que quand vous voyez les chiites, Mohammed est chassé de la Mecque. De la Mecque, il gagne Médine. D'où, à Médine, il rassemble les tribus éparses qui composaient à l'époque le paysage de la ville, qui en était pas vraiment une, en fait. Hein. Médine était davantage un agglomérat de tribus qu'une ville organisée. Et avec ces tribus, il va conquérir la Mecque et faire pour la première fois ce premier État islamique. Hein, d'ailleurs, le nom de l'État islamique en lui-même n'est pas anodin. Et cette égir, c'est-à-dire je m'en vais, je gagne les tribus étrangères et avec ces étrangers, je reviens, cette chose se répète encore et encore et encore dans le monde musulman, avec peut-être une certaine faiblesse dans ce raisonnement au niveau du socialisme arabe, c'est-à-dire le parti basse, même si vous voyez bien que en réalité le parti, par exemple en Irak, ça a dû s'appuyer sur les tribus sunnites, alors que la majorité de la population est chiite. Concernant l'État islamique, on peut avoir trois grandes phases en fait de l'émergence et de la défaite de l'État islamique. Phase numéro 1. L'État islamique va s'appuyer sur des tribus arabes sunnites qui étaient en révolte contre le pouvoir majoritairement chiite du gouvernement de Nouri al-Maliki en 2014 et de cadres du parti Baas, c'est-à-dire d'anciens capitaines de l'armée de Saddam Hussein qui ont joué allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi. C'est cet agglomérat en fait qui va conquérir le territoire avec l'aide de combattants étrangers, mais dont le poids politique était largement inféodé à l'État djihadiste en gestation. Il va avoir plusieurs choses. La première, c'est la mortalité des cadres. Forcément, avec des frappes de drone tous les 4 matins, si vous voulez, les cadres meurent très vite. La seconde, c'est que l'État djihadiste va avoir un raisonnement khaldounien tiré d'un livre qui est une importance fondamentale, qui est l'administration de la sauvagerie. Je vous conseille à tous de le lire, car c'est la méthodologie de création et de territorialisation des djihadistes et la méthodologie de l'État islamique. Ceci étant dit, les djihadistes vont créer un État. Seulement, ils vont vouloir faire, bien sûr, quelle est la fonction première de la création d'un État, c'est l'impôt. C'est l'impôt qui va appuyer la revendication territoriale d'un État. Or, qu'est-ce que vont faire les djihadistes?
Ils vont voir que les tribus arabes sont rétives à faire la peau, puisque déjà elles sont armées, et elles n'ont pas d'autochtonie vis-à-vis de l'État islamique. C'est-à-dire que nous, Français, nous payons nos impôts, et nous pouvons être en même temps armés, avant par la conscription, aujourd'hui par l'engagement sous les armes. Les djihadistes ne fonctionnent pas comme ça. Pour les djihadistes, il n'y a pas d'autochtonie, donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont massacrer les tribus arabes qui les ont aidés à faire la conquête parce que elles étaient rétives à l'impôt. Et donc, elles étaient rétives à la création et à l'autorité d'un État. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour détruire ces ethnies arabes? Eh ben, ils vont appeler des combattants étrangers qui étaient déjà sur place pour la plupart, comme Omar al-Shishani, mais ils vont les appeler de Tchétchénie, d'Asie centrale, un petit peu de Somalie, et également du Maghreb, mais dans les zones, attention, dans les zones désertiques du Maghreb. Pourquoi? Parce que ces troupes n'ont aucun lien avec les tribus arabes, premièrement, et deuxièmement, sont considérées comme des ethnies combattantes, c'est-à-dire des ethnies qui sont capables de faire la guerre et de bien faire la guerre. Cette idéologie n'est pas propre qu'à l'islam, hein. Cette idéologie existait par exemple dans la Compagnie des Indes britanniques, puisque les Anglais considéraient par exemple les Pendjabis comme martial race, des races martiales. Et ils utilisaient ces mêmes Pendjabis, ces Sikhs, pour attaquer les Afghans, pour attaquer leurs cousins de l'empire sikh du Pendjab, dont la capitale était à Lahore, etc., etc. Là, en Chine, ça existait également. Hein, les Chinois utilisaient les Mandchous, qui étaient des cousins des Mongols, pour se défendre des Mongols, et ainsi de suite. Si vous voulez, cette phase de l'État islamique va perdurer de 2015 à 2017. Là, ce sont les combattants étrangers qui ont la main. Omar al-Shishani repousse les attaques des Irakiens, les attaques des Kurdes, les attaques des Syriens, etc. Seulement, Omar al-Shishani est tué en 2016 par une frappe de drone. Et là, débandade. Les Tchétchènes ne se reconnaissent plus dans l'administration du califat et décident et perdent de leur autorité et leur force de frappe. Et là, c'est le début de la fin pour l'État islamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet esprit de corps étranger, de combattants étrangers à l'intérieur de l'État islamique va être vaincu, va s'étioler, l'État islamique va le suivre, puisqu'il n'a plus d'ancrage local à proprement parler au niveau militaire. Troisième phase, c'est la phase de la fin. Les Tchétchènes sont partis, les Centra-Asiatiques qui ont repris la main avec Khulunrab Ralimov que David va expliquer, ont également perdu la main puisqu'il est également tué lui aussi. Et après ça, chute de Raqqa et fin de l'État djihadiste. C'est-à-dire que les représentations de l'État islamique leur ont permis de créer un État, mais c'est aussi ces mêmes représentations qui ont été à l'origine de sa chute. Et c'est pour cela qu'il est important et intéressant de comprendre ces représentations, parce que ce sont elles, à la fin, qui sont la plus grande faiblesse des djihadistes eux-mêmes. Voilà. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce qu'expliquait très bien Yohan, je vais reprendre le cas de Gulmurod Khalimov et avec lui des Tadjiks, puisqu'après les Tchétchènes, l'élément le plus important dans l'État islamique était l'élément ouzbéko-tadjik, essentiellement soit de la vallée du Fergana, qui est une vallée qui est multi-ethnique et plurinationale, c'est une vallée commune à 3 États en Asie centrale, au Tadjikistan, au Kirghizistan et à l'Ouzbékistan, la majeure partie appartenant à l'Ouzbékistan. C'est une vallée qui comporte 21 enclaves, et du coup, les frontières aujourd'hui, après avoir été des frontières intérieures durant l'époque soviétique, sont devenues des frontières internationales. Et parfois, pour aller d'une ville à l'autre, il faut traverser un autre État, même bien souvent, les frontières étant fermées, ce qui fait que de nombreux villages locaux sont laissés à l'abandon. Donc, cette déshérence et cette misère qui est apparue à la chute du système communiste a mené de nombreux jeunes de la vallée, mais aussi du Tadjikistan, parce que le Tadjikistan était la république la plus pauvre
de l'ex-Union soviétique, a émigré au départ vers le nord de l'Afghanistan, et puis ensuite, tout en continuant l'émigration vers le nord de l'Afghanistan, vers les bases djihadistes, une autre partie, par l'émigration en Russie et en Turquie, s'est connectée à l'État islamique. Et au Tadjikistan, la situation est tellement volatile, tellement précaire, avec sur un substrat de pauvreté, nous avons un clientélisme, une clanification du pouvoir autour du président tadjik Rahmon, ce qui fait que jusqu'à certains hauts cadres du pays, jusqu'au chef des forces spéciales, quand même, Gulmurod Khalimov, ont déserté la République pour se rendre au service de l'État islamique, quand d'autres sont allés également se placer au service de sa branche, donc le Khorasan, qui est la branche de l'État islamique au nord de l'Afghanistan. Alors Gulmurod Khalimov, c'était l'ancien chef des troupes spéciales du Tadjikistan, qui a eu une formation quand même de 6 mois aux États-Unis, et qui à l'été 2015 est allé à déserter, est allé se placer au service d'al-Baghdadi à Raqqa, et il est devenu à la mort, enfin à Mossoul et à Raqqa, et il est devenu à la mort d'al-Shishani, le nouveau ministre de la guerre de Daesh. Je précise que avec lui, il y avait toute une garde prétorienne quand même, de Tadjiks qui l'ont suivi, qui ont servi al-Baghdadi, qui a succédé, comme l'avait bien rappelé Johan, à toute une garde de Tchétchènes, qui était là auparavant, donc d'éléments, je dirais, extra-arabes. Et du coup, ce qui est intéressant et important à souligner, c'est que les Tadjiks, du point de vue militaire, dans l'organisation de Daesh, ne dépendaient pas de la Katiba, c'est-à-dire de la phalange armée de l'EI Khorasan, les autres centres asiatiques, et étaient directement rattachés avec les Arabes au gouvernement central, donc à Mossoul, puis à Raqqa. Il faut aussi souligner aussi que ces guerriers centra-asiatiques, comme les Tchétchènes, avaient eu, pour beaucoup d'entre eux, un certain entraînement dans l'armée rouge. Ils avaient servi dans l'armée soviétique jusqu'aux indépendances, en 91. Et je pense notamment au nord de l'Afghanistan, on a eu jusqu'en 2001 Juma Namangani, qui était le chef militaire, le chef militaire du mouvement islamique d'Ouzbékistan. Juma Namangani, qui a été tué par les Américains en 2001, c'était un ancien parachutiste, commandant parachutiste de l'armée rouge. Et ce sont ces soldats-là, ces Tchétchènes, ces Tadjiks, qui ont pris des avions sur la base syrienne Al-Taqba, pardon, et ils ont pris 4 Sukhoi qu'ils ont su piloter, et avant d'avoir eu 3 Sukhoi abattus sur 4, ils ont quand même causé quelques débats en bombardant les lignes adverses depuis ces 3 Sukhoi. Et donc, c'est eux qui ont fourni l'élément aérien, même s'il était modeste, c'est eux qui l'ont fourni à Daesh. Comme aujourd'hui, on voit que Daesh est devenu dormant en Syrie, Irak, il a toujours des cellules. Il faut pas mésestimer l'élément turkmène. Daesh aujourd'hui est dirigé par Al-Salbi, un turkmène d'Irak, mais qui a des connexions par les turkmènes du nord de l'Afghanistan avec des turkmènes du sud du Turkménistan, qui connaissent une poussée d'émigration djihadiste et de salafisation assez importante. C'est les Turkmènes de la région de Serratabad et de Mari, ex-Merv.
Et également, il faut voir que le Daesh se refait une santé territoriale au nord de l'Afghanistan, donc dans les provinces de Baghdad, Faryab, Jawzjan, Badakhshan, où il a donc sa nouvelle base territoriale, sa nouvelle province, le Khorasan, puisque Daesh se projette en tant que califat mondial, et chaque zone, entre guillemets, libérée, c'est-à-dire passée sous sa coupe, devient une province d'un empire que lui estime être mondial. Pour compléter ce que disait David sur l'Irak et la Syrie, en Irak, Daesh a maintenant officie à peu près au nord de Bagdad, puisque la frontière est beaucoup trop surveillée, que ce soit l'armée irakienne ou les milices comme le Hashd al-Shaabi, par exemple. Mais néanmoins, ils ont repris à peu près le même rythme qu'ils avaient en 2013 d'attentats, c'est-à-dire peu avant la conquête. C'est-à-dire que là, ils ont à peu près les mêmes moyens qu'avant la conquête. Bien sûr, le gouvernement irakien est plus fort qu'il ne l'était auparavant. Il y a l'appui étrangère, etc. Et sans compter le nombre de militants qui sont encore, bien sûr, retenus prisonniers dans les prisons au Kurdistan. La raison pour laquelle l'État islamique a développé cette idéologie de retour à l'État djihadiste, et pourquoi ils ne le font pas en Afghanistan, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en Afghanistan, il y a très peu de grands centres urbains, alors que Daesh régnait sur un territoire qui est aussi grand que la Grande-Bretagne, et si je ne m'abuse, et sauf erreur, 9 à 10 millions d'habitants, ce qui en faisait un des États quand même assez populeux. Voilà. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le nom d'Al-Salbi lui-même, c'est un Turkmène. Ce qui veut dire que cette idée d'option du retour des ethnies combattantes va aller jusqu'au calife lui-même. Ce qui est quand même un signe de contamination, parce que d'habitude, dans l'histoire de l'islam, le calife est fondamentalement arabe, qu'il soit omeyyade, abbasside, fatimide, exception le calife ottoman, qui était déjà un signe en son époque où les ethnies combattantes, c'est-à-dire ici les Turcs, prenaient les rênes du califat. Là, on a également ce cas. C'est-à-dire qu'on a un Turkmène d'Irak, donc un non-arabe, qui est calife. Parce que les ethnies combattantes ont pris définitivement le pas dans l'État islamique sur les Arabes. Et si on peut faire un tableau des ethnies dans leur représentation combattante et non combattante, nous avons les Centra-Asiatiques, auxquels nous ajoutons les Ouïghours, qui sont d'ailleurs l'une des ethnies les plus populeuses dans l'État islamique, mais aussi en dehors. Nous avons les Tchétchènes, donc les Caucasiens en général, ce qui peut des Dagestanais, des Ingouches, etc. Nous avons les Somaliens, mais qui sont quand même dans le classement un petit peu moins quand même. Voilà, les Tchétchènes, c'est quand même ils sont quand même considérés comme les meilleurs. Nous avons également des Haoussa, les Peuls, les Touaregs en Afrique. Et d'ailleurs, la course contre la montre que se joue Daesh et Al-Qaïda dans le Sahel, c'est la course de la montre pour savoir qui sera les ethnies combattantes. Et ça, c'est quelque chose d'une importance extrême pour comprendre le djihad, c'est que le djihad est fondamentalement minoritaire. Et cela fait très longtemps que les gens sérieux chez les djihadistes ont abandonné l'espoir qu'avait Al-Qaïda en son temps, c'est-à-dire l'espoir de rassembler tous les musulmans sous une seule bannière. Non, ça va être seulement quelques djihadistes, à peine 0,001% des djihadistes, mais ce nombre de djihadistes sera suffisant pour renverser la vapeur, ce qu'on a vu d'ailleurs en 2014. Voilà. Alors, pour compléter, je dirais que, comme tu l'as démontré sur différents terrains, il y a une plus forte emprise, et c'est logique, de Daesh sur les déserts. On voit cet élément qui est assez intéressant en Afghanistan. En Afghanistan, l'organisation État islamique Khorasan, qui a à la fois le nom d'une base territoriale, mais aussi le nom d'une phalange combattante de l'État islamique, est présent surtout dans le nord de l'Afghanistan, en milieu extra-pashtun, c'est-à-dire en milieu turcophone, milieu montagnard aussi tadjikophone, mais c'est plutôt, je dirais, dans le milieu vraiment face au Turkménistan, dans les provinces de Faryab, Bagdis et Jawzjan, où
où on a les plus grands rassemblements, la plus grande force de l'OI Khorasan, qui arrive pas mal à mobiliser. Cette OI Khorasan ne mobilise pas ailleurs en Afghanistan, et elle a été vaincue. C'est ça qui est assez intéressant. Elle avait 2 foyers jusque l'an dernier. Elle avait donc ce foyer-là que j'ai décrit, et un autre foyer qui avait été tenté d'être installé au Nangarhar, donc dans le nord-est de l'Afghanistan, en face du Pakistan. Et là, au Nangarhar, elle a été battue par une alliance qui est assez saugrenue, mais qui est une alliance de circonstances, bien sûr, entre les gouvernementaux afghans et les talibans. Pourquoi? Parce que en élément pachtoun, c'est la cause talibane qui domine. Les talibans sont essentiellement des pachtuns, et surtout ce sont des nationalistes. Alors que dans l'OI Khorasan, nous avons affaire à des internationalistes. C'est la grande différence qui sépare ces deux matrices du djihadisme. On a aussi en Asie centrale, dans les prolongements, on s'aperçoit que, notre bouquin, il revient largement dessus, que la matrice, là aussi, de ces ethnies de Daesh en Asie centrale, ce sont les ethnies nomades. Et cela s'explique parce que dans les ethnies nomades turkmènes, ou on le voit aussi au sud-ouest du Kazakhstan, chez les Kazakhs de la petite horde, on le voit aussi chez certains Kirghizes qui sont complètement déracinés, qui sont des centres périurbains. Dans ces ethnies nomades, la tradition musulmane était déjà très très faible. Les Kirghizes n'ont été entièrement islamisés au nord, par exemple, du pays qu'au début du XXe siècle. Et 20 ans après, on subit l'athéisme officiel. Donc les bases de la tradition musulmane n'y étaient pas. Ce qui fait que lorsque le pays, ou je dirais lorsque les pays, puisque le Turkménistan est dans la même posture, se sont retrouvés connectés de nouveau à la communauté internationale et aux différentes tendances de l'islam qui se sont offertes à eux en 1991, après l'écroulement du communisme, ils se sont retrouvés sans repère et ont été plus perméables à l'infiltration à la fois des sectes salafistes et aussi des mouvements djihadistes. Surtout que dans ces pays-là, il y a eu une pauvreté économique et sociale, bien sûr, plus forte. À l'opposé, l'Ouzbékistan, qui a une tradition musulmane plus ancienne, datant du 8e siècle, il y a la force des quartiers, ce qu'on appelle les mahallas, où l'attachement aux familles a préservé en général la jeunesse de ces mouvements-là en donnant des repères familiaux. Le problème avec les Ouzbeks, c'est qu'effectivement, il y a eu des Ouzbeks, et même ils étaient assez nombreux dans l'État islamique, mais tous, je dis bien, tous les Ouzbeks qu'on a retrouvés en Syrie, Irak ou dans le nord de l'Afghanistan, c'était des Ouzbeks, soit qui venaient de la vallée du Fergana, qui est une région très particulière que j'ai expliqué tout à l'heure, ou soit c'était des Ouzbeks qui ont été islamisés en émigration. Ils n'ont pas été salafisés, djihadisés sur place. C'est lorsqu'ils ont été sans les repères familiaux, coupés de tout à Moscou ou à Istanbul, que pour se recréer des bases communautaires, ils sont tombés dans les pièges des réseaux de la radicalisation. Voilà ce que je tenais à souligner. Alors, on a, par contre, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, il y a quand même des résistances locales en Asie centrale à cette salafisation et à cette djihadisation. Je dirais en gros, les salafistes en Asie centrale, c'est 10 à 15% de la population. Les djihadistes, on est à 1-2%, pas plus. Mais ce sont des tendances qui progressent justement dans les milieux où on a des pertes de repères. Chez les Kirghizes ou les Kazakhs, on s'aperçoit que c'est surtout en périphérie urbaine, c'est-à-dire là où la jeunesse n'est pas suffisamment russifiée pour accéder aux professions prestigieuses des centres-villes,
Et là où en même temps cette jeunesse est coupée des racines rurales, où le poids des tribus kirghizes ou turkmènes est fort. Euh, donc justement, là où cette jeunesse fragile est exposée. Ailleurs, là où le cadre, bien sûr, est là, elle est plus ou moins préservée. Et il y a des ferments de résistance quand même. On a au Turkménistan, comme au Kazakhstan ou au Kyrgyzstan, on a la Tengriçilik. La Tengriçilik, c'est l'alliance de l'islam traditionnel local avec le tengrisme, où on a un islam plus de rites, de coutumes, et non pas un islam de dogmes et de textes. Ce mélange permet déjà de préserver une grande partie de la population. On a une forte laïcisation acquise après, durant l'Union soviétique et poursuivie après, avec une ouverture bien sûr au monde extérieur, cette fois-ci à l'Occident, aussi, il faut le souligner aussi à la Corée du Sud, donc vers d'autres mondes attractifs, je dirais. Donc là, il faut pas le nier, tout cela est là. Il y a aussi la force des anciennes générations qui sont encore là, bien qu'âgées, des générations qui ont grandi sous l'Union soviétique, qui sont pour beaucoup, qui ont été marquées par l'athéisme. Et aussi, on a la force de l'État, je dirais, sécuritaire profond, les fameuses Zorkhani en russe, c'est-à-dire les organes sécuritaires de l'ex-KGB, de l'armée, des structures parallèles et de tout ce qui est police, qui préservent la laïcité dans tous ces pays. Mais on a un renouveau, et au Kyrgyzstan, ce qui est nouveau, pourquoi au Kyrgyzstan et pas perceptible ailleurs? Parce qu'au Kyrgyzstan, on a un pays plus libre que les États voisins, et là, on a une affirmation du coup et une politisation désormais affichée du religieux. Donc, je laisse la parole à Johan, je reviendrai peut-être sur ces points ensuite. Alors, c'est une question intéressante que tu soulèves parce que on voit que c'est vraiment la périphérie et la minorité qui est la plus active au niveau du djihad par rapport au centre, qui est plus anciennement islamisé et qui est moins actif. Et ça, cette question, elle est intéressante parce que dans l'histoire de l'islam, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je vais par exemple, vous donner une anecdote. C'était en 1091, les Almoravides soumettent les taïfas en Espagne. Alors les taïfas, c'était les différents États qui ont éclaté après la chute du califat de Cordoue. Parmi les taïfas, nous avons l'émir de Séville, Al-Mu'tadid, qui était également poète à ses heures perdues. Enfin, il était davantage poète qu'émir, à vrai dire. Et Al-Mu'tadid lui déclame dans un arabe parfait que l'émir des Almoravides, Youssouf ibn Tachofine, qui est la lune, qui est les étoiles, que ses yeux brillent de mille fleurs, enfin bon, blabla, de la poésie. Et Youssouf ne comprend rien, il demande ce qu'il veut, il est un peu perdu devant ce charabia. Bah oui, parce que Youssouf ne parle pas un seul mot d'arabe. La plupart des grands conquérants, que ce soit donc les Almoravides, que ce soit plus tard les Almohades, etc., avaient un prédicateur dans le cadre des Almoravides, Ibn Yassin, qui lui était en effet très versé dans les textes, etc., qui s'était mis en retrait par rapport au centre, donc qui avait la plupart du temps étudié en Irak ou en Syrie, qui s'était mis en retrait par rapport au centre, et qui ensuite allait faire de la prédication dans ces tribus qui étaient très peu islamisées. Hein. D'ailleurs, les Almoravides, pour la petite histoire, portaient le voile, eux. Voilà. On peut retrouver ça chez les Fatimides qui avaient embauché des Kabyles pour conquérir l'Égypte. On pouvait également retrouver ça chez les Abbassides eux-mêmes qui étaient les premiers à avoir recours aux Turcs et à des Persans qui vivaient plutôt dans les zones périphériques et ainsi de suite. Et Saïd Qutb lui-même s'était mis en retrait et avait appelé à tous ceux qui voulaient vraiment suivre cette voie-là à se mettre en retrait de la société pour pouvoir ensuite revenir plus tard
et en quelque sorte la purger. C'est le cas de Ben Laden, qui d'ailleurs l'avait théorisé lui-même, hein, c'est-à-dire de partir en Afghanistan pour de l'Afghanistan revenir, et al-Baghdadi lui-même qui partait de l'Irak, cette fois-ci pas très loin, mais dans des zones périphériques suffisamment importantes pour pouvoir revenir. Et ce que d'ailleurs al-Baghdadi a réussi à faire d'une certaine façon. Mais al-Baghdadi, Ben Laden sont des gens cultivés. La plupart des djihadistes de l'État islamique viennent de ces zones périphériques et donc ne sont pas cultivés. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a une énorme différence de culture entre un djihadiste lambda de l'État islamique et de celui d'Al-Qaïda qui est davantage formé. Et ça, c'est important. Ce qui veut dire que dans l'administration de l'État islamique, vous aviez les sachants et les ignorants. Les sachants, c'est les oulémas, c'est ceux qui vont, par exemple, ordonner le massacre des Yézidis, le génocide des Yézidis, mais avec de manière raisonnée, coordonnée, et en se basant sur des points de droit qui est la plupart du temps la réduction en esclavage, mais qui est antique, hein, bien sûr, la réduction en esclavage des peuples vaincus. Et d'un autre côté, vous avez les ignorants, c'est-à-dire globalement ceux qui vont aller s'exploser dans un quartier de Bagdad parce qu'ils en ont reçu l'ordre au nom de quelques idées qu'on leur a bien surinées, etc. Et ça, c'est très important dans l'idéologie de l'État islamique parce que al-Sabi faisait partie de ce groupe d'oulémas qui était autour d'al-Baghdadi. Et donc, le califat est revenu finalement à quelqu'un qui comprenait l'idéologie et qui savait quelle direction lui imprimer. Et ça, c'est très important pour la suite parce que ça montre que l'État islamique, malgré sa perte territoriale, a encore cette vitalité idéologique par la survivance de ce groupe très particulier, restreint, particulier, mais très bien organisé. Voilà. Et ce qui fait que la plupart des militants djihadistes, encore une fois, j'insiste dessus, ont une culture islamique qui est très peu, mais à l'instar de des autres mouvements djihadistes au Moyen-Âge, ils sont très peu cultivés et ils sont appelés à le rester. Donc finalement, on voit, pour conclure sur ce passage, on voit finalement que Daesh est en train, même si on est au XXIe siècle, est en train, veut tellement revenir dans le moule du Moyen-Âge que dans son organisation, il est en train d'y arriver dans une certaine mesure. Il y a d'autres mesures où il n'y arrive pas. Exemple, l'économie. Alors, l'économie de l'État islamique était très particulier puisque al-Baghdadi a décrété la fin du billet, qui est, selon lui, une aberration occidentale, pour revenir au dinar d'or du calife Abd al-Malik au 8e siècle. Hein. Au début du 8e siècle, le calife Abd al-Malik rationalise les poids et mesures de la monnaie islamique avec des dinars d'or, des foulous, etc. Al-Baghdadi, comme ils sont dans cette idée de revenir à l'islam médiéval et de revenir au plus près de la révélation prophétique, décide de revenir à la monnaie or, à l'étalon or du Moyen-Âge islamique. Bon, très bien. Sauf que les djihadistes, ils sont pas bêtes. Ils veulent être payés en dollars. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir convertir cette monnaie, qui est une monnaie que personne ne reconnaît, en dollars. Donc, pour faire ça, l'administration de l'État islamique va utiliser des livres syriennes pour changer ça en dollars. Bonne chance pour le faire. Et donc, ça crée des gros problèmes économiques à l'État islamique en termes de monnaie, parce que d'un côté, vous avez une monnaie qui est utilisée dans la vie de tous les jours, mais de l'autre, les djihadistes voulaient être payés en dollars dans une monnaie qui n'existait pas, où il fallait utiliser de la livre syrienne. Et ça, c'était le grand problème d'al-Baghdadi. C'est-à-dire que même lorsque l'État islamique était en train de s'effondrer, al-Baghdadi se tirait les cheveux à chercher une solution à ce problème économique. Parce que, encore une fois, l'idée des djihadistes, c'est de perdurer au niveau idéologique. La fin de l'État islamique, pour eux, au niveau territorial, n'est qu'un obstacle, en fait, n'est qu'un désagrément. Ce qu'il fallait créer, c'est le logiciel d'installation d'un État. Et hormis cet aspect économique qui est quand même une sacrée épine dans le pied, ce logiciel a été globalement fait à 80%, quoi. Voilà.
Oui, oui, c'est pour ça que lorsque l'État islamique s'est territorialement effondré en Syrie et Irak, et qu'il a apparu sous la forme de l'OI Khorasan dans le nord de l'Afghanistan, on a Al-Salbi comme d'autres dirigeants djihadistes qui disaient ah ben voilà, on a perdu cette province, mais on en a retrouvé une autre. Bon, le principal, c'est d'avoir toujours un petit bout de terre à soi sur place ou perdurer. On voit aussi qu'ils ont la même logique au niveau du Mozambique, du Cabo Delgado, où ils s'implantent également territorialement là. Là, ils disent voilà, on a une autre province, etc. Pour eux, les pertes de territoire, les gains ou les pertes de territoire ne sont que des obstacles momentanés, puisque le califat doit être mondial. Donc voilà, c'est leur théologie. Une petite réserve, c'est que tu as raison sur le reste, mais sur la zone irako-syrienne, il y a un aspect particulier parce que déjà le drapeau du califat a été planté pour la première fois, mais aussi parce que on a dans l'ère on avait très près de l'État islamique deux grandes villes califales qui sont Damas et Bagdad. Si Baghdadi avait pu prendre Bagdad à l'été 2014, comme c'était pas loin, hein, Daesh avait encerclé Bagdad, hein, souvenez-vous, là, le calife autoproclamé, mais qui revient dans une ville califale, et en plus la ville des Abbassides, ça aurait donné un choc symbolique dans le monde musulman qui aurait pu très mal tourner, très 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 mal tourner. Donc voilà, une petite réserve là-dessus, David. Hein, mais pour le reste, par contre, ce qui est important pour l'Asie centrale et pour le Cabo Delgado aussi, mais plus pour l'Asie centrale, c'est que l'Asie centrale est une terre historique de prise de pouvoir par des groupes. Nous prenons par exemple les Seljoukides. Les Seljoukides étaient un groupe turc, finalement islamisé extrêmement superficiellement, hein, mais qui a causé des ravages en Iran et qui avait battu les Byzantins, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient à Manzikert, en 1071. Ça, c'est voilà ce que peut représenter l'Asie centrale. Nous avons également Tamerlan qui est également un conquérant turco-mongol, également assez peu islamisé, puisque Tamerlan, un jour il est sunnite, l'autre jour il va dire aux sunnites que Ali est un très grand calife. Bon voilà, il s'amuse. Bon, Tamerlan aimait bien s'amuser comme ça, voilà. Mais Tamerlan a causé des ravages sans nom également au Moyen-Orient, puisque Bagdad avait quasiment été rasé de la carte à l'époque. Voilà, et cet héritage d'une Asie centrale qui est capable de déferler sur le centre islamique perdure. Il perdure même dans les esprits des djihadistes de l'État islamique, puisque dans leur magazine Dabiq, si je ne m'abuse, ils avaient comparé les Américains aux Mongols. Pourquoi ? Parce que les Américains étaient en Afghanistan, et que comme ils étaient en Afghanistan et qu'ils allaient du coup en Irak, eh ben ça devient des Mongols. Parce que Asie centrale, Moyen-Orient. Bon. Ça c'est très particulier, mais ça montre bien la pertinence et la puissance de ces représentations dans leur esprit qui va occulter justement les réalités du terrain. Je vais revenir quand même sur d'autres points qu'on souligne dans notre bouquin. Il faut quand même parler des puissances extérieures qui sont autour, et on en parle à la fin, hein, qui sont autour de cette évolution de la situation en Asie centrale. Bien sûr, mis à part les pays du Moyen-Orient qui ont juste un rôle religieux, mais qui n'est pas négligeable toutefois, mais un rôle d'implication religieuse. Je pense au Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Donc là, les autres puissances tiennent à contenir et à lutter. C'est l'autre résistance à l'islamisation de l'Asie centrale. Et les deux premières d'entre elles, notamment la Russie et la Chine, sont aujourd'hui des principaux contre-feux à l'expansion de l'islam, je dirais même politique, de l'islam politique. Pourquoi ? Il y a un fait sur lequel je voudrais revenir. Le Kyrgyzstan a connu en octobre dernier une petite révolution, ce n'était rien que la troisième. L'ancien président qui était assez islamisé
proche d'Erdogan quand même. Femme voilée, position très conservatrice musulmane, croyant, pieux, dont les frères étaient à la tête d'ambassade au Koweït, en Arabie Saoudite. Et du coup, ce président, pour des questions internes de corruption, a été chassé par une révolution en octobre dernier. Et on s'aperçoit que la nouvelle personne qui l'a remplacé, Sadir Japarov, qui était emprisonné, qui était complètement inconnu, qui lui, bon, n'affiche pas, ne met pas en avant la religion. On se rend compte qu'il a été mis en avant par les Chinois, que sa campagne électorale qu'il a fait gagner donc le mois dernier avec 80% des voix a été financée en grande partie par les Chinois, et les Chinois qui ne cachent plus que ce soutien à Japarov était dû justement pour éloigner la sanction politique par des voies démocratiques d'un pouvoir qui aurait été un peu trop musulman au goût de Pékin. Pékin qui réaffirme son autorité de manière très, très violente et abrupte à côté sur les Ouïghours, l'internement d'une grande partie de la population. Ça, c'était l'un des grands points du bouquin que je voulais évoquer là. Le deuxième, c'était sur la privatisation du djihadisme. On s'aperçoit, on s'est aperçu avec l'apparition de la première société militaire privée, SMP djihadiste, Malamak Tactical, que les djihadistes se privatisent de plus en plus et mettent leurs services techniques et militaires, voire de renseignement aussi interne, au service du djihad. On voit aussi que le renseignement interne utile à la cause djihadiste peut être appuyé par certains États. Je pense à la Turquie, par l'autre SMP concurrente de Malamak Tactical, qui est la nouvelle, qui date de la même période, qui est la SMP Sadat. C'est cette connexion entre, je dirais, les organisations djihadistes et là, en l'occurrence, l'État turc, on l'a retrouvé au niveau de l'exportation de combattants djihadistes et surtout de moyens techniques qui étaient mis entre leurs mains, en Artsakh, c'est-à-dire au Karabakh, et c'est pour ça que au Karabakh, il y a eu cette victoire turco-azérie, plus turque qu'azérie d'ailleurs, rapide, puisque des moyens techniques très élaborés non seulement ont été directement utilisés par l'armée turque, mais ont été mis par la Turquie entre les mains justement des combattants djihadistes, soit de Katiba, ou sinon de la SMP turque Saadat, et peut-être de l'autre Malamak Tactical. Là, c'est pareil. Chez Malamak Tactical, est une SMP qui vient des espaces soviétiques. Beaucoup ont fait leurs armes dans l'armée russe. Et d'ailleurs, Malamak Tactical forme les combattants d'élite du Jabhat al-Sham, l'ancien Front Nosra, et qui est l'organisation djihadiste dominante à Alep. C'est Hayat Tahrir al-Sham, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'est Hayat Tahrir al-Sham. Et Malamak Tactical forme les bandeaux rouges, qui sont les combattants d'élite d'Hayat Tahrir al-Sham. Donc là encore, on a, même dans ces SMP, ce retour des ethnies combattantes qui n'ont rien à voir avec l'État islamique. D'ailleurs, il y a un affrontement idéologique sans commune mesure entre ces sociétés militaires privées et l'État islamique, puisque l'État islamique est un État. Et en tout cas, se pense comme un État. Et donc, se pense comme et plus qu'un État, se pense comme la résurrection de l'Empire islamique. Malamak Tactical est une société militaire privée, donc ils ont des contrats. Donc, ils ne vont pas chercher à créer des États, ils vont plutôt chercher à privatiser le djihad et en faire finalement
à passer des contrats avec des groupes djihadistes pour qu'ils soient formés, etc., au combat urbain en particulier. Donc il y a, et on entrevoit possiblement dans le monde du djihad un véritable affrontement entre l'État islamique qui se pense en État et les sociétés militaires privées djihadistes qui sont des sociétés militaires privées. Par contre, la force idéologique qui a imprimé l'émergence de l'État islamique, c'est-à-dire celui de ce retour des ethnies combattantes et de cette volonté d'aller toujours vers ces ethnies combattantes, elle perdure. D'ailleurs, entre parenthèses, les Français ne font pas partie des ethnies combattantes. Ils sont considérés d'ailleurs comme parmi les éléments, avec les autres Européens, parmi les éléments les plus faibles pensés militairement par l'État islamique. Par contre, les Européens vont avoir par exemple des métiers culturels, c'est-à-dire ils vont réaliser des films de propagande, ils vont développer leur capacité à parler, etc. Ce qu'on a vu par exemple avec de nombreux djihadistes qui en réalité étaient entraînés au maniement des armes de manière très superficielle, parce que les ressources étaient surtout mises sur les combattants issus des ethnies combattantes, c'est-à-dire tchétchènes, centra-asiatiques en particulier. Je dirais en conclusion de notre livre que justement cet ouvrage s'est voulu être un ouvrage assez inédit, assez novateur, parce que mis à part l'ouvrage en anglais de Giustosi, qui a été écrit sur l'État islamique au Khorasan, on n'a pas eu jusqu'à présent d'ouvrage qui analyse à la fois sur un contenu, sur une base historique, et merci à Johan pour ces rappels historiques qui nous permettent de mieux comprendre la contemporanéité quand même du schéma d'organisation de Daesh, et qui organise cet ouvrage aussi traite des différentes actions militaires à l'intérieur des groupes islamiques. Donc en Asie centrale, il s'éclaire jusqu'en 2010, en général, le monopole de l'islamisme, il était dans le nord de l'Afghanistan, avec le mouvement islamique d'Ouzbékistan, devenu islamique du Turkestan, affilié d'abord à Al-Qaïda, et dont une grande partie après est passée au service de Daesh, mais une partie est restée au service d'Al-Qaïda. Et puis on a eu, après 2010, un éclatement sur des bases nationales ou dans le Ferghana sur des bases ethniques de la cause djihadiste, avec l'ajout du théâtre syro-irakien. Et c'est vrai que cet ouvrage analyse au plus près l'évolution zonale justement du salafisme et du djihadisme en Asie centrale post-soviétique, et nous permettent de voir un peu aussi les choses de l'intérieur. C'est pourquoi je recommande à chacun, s'il est intéressé, s'il veut en savoir un petit peu plus, de se le procurer. Hein. C'est un ouvrage très contemporain. Et je dirais pour conclure de mon côté que ça nous permet à nous, Français, de mieux comprendre ce à quoi la France pourrait s'attendre aux marges également de son territoire. La France qui est présente au Sahel, qui est présente aussi sur d'autres terrains, au Liban par exemple, et il y a certains points dans cet ouvrage qui peuvent nous aider, qui peuvent aider celles et ceux qui pensent à l'avenir de notre pays à avoir un certain éclairage. Pour ma part, je pense que l'État, il est comprendre les représentations des djihadistes. Et donc, pour comprendre en quoi ces représentations constituent leur atout, mais également constituent leur faiblesse. Et c'est en exploitant cette faiblesse qu'à la fin, ils pourront être soit sévèrement affaiblis, soit même vaincus. Pour finir,
Je dirais également, bon, je remercie encore David pour ce très beau bouquin, et j'espère la parution d'un tome 2. Merci à toi. Voilà. Cette fois-ci sur le Sahel, c'est-à-dire le retour des ethnies combattantes au Sahel, donc avec les Touaregs, les Peuls et les Haoussa en particulier, qui sont des ethnies combattantes, qui ont d'ailleurs été décrits comme tels comme par Ahmed Baba, qui est un philosophe sahélien, et qui aujourd'hui sont au centre des espoirs des djihadistes, qu'ils soient d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Voilà, bah merci à vous. Je pense qu'on a terminé. David, tu veux ajouter quelque chose? Non, je rajouterai juste un point quand même. Observons par exemple l'évolution du parti de la Renaissance islamique au Tadjikistan, qui était un parti qui était en pleine guerre civile, qui était l'une des principales forces en présence dans la guerre civile du Tadjikistan, qui a généré certains djihadistes. Juma Mangani, qui est ouzbek, a servi à un moment donné le PRI à la fin de la guerre civile au Tadjikistan, avant d'aller en Afghanistan. Ce parti, à l'issue de la guerre civile, s'est parlementarisé, s'est également embourgeoisé. En 2012-2013, il présente une candidate non voilée à la présidentielle au Tadjikistan. Entre-temps, le pays devient de plus en plus dur et autoritaire. Donc, les militants sont envoyés en prison. Et là, donc en 2015, il est interdit, mais nous remarquerons que lorsqu'il y a eu des soulèvements organisés par des cellules, par des cellules de Daesh, notamment par le fils Bielhor Khalimov, le fils de Gulmorod Khalimov, ils ont tué, en même temps qu'ils ont tué des gardes et des agents du régime dans les prisons, les djihadistes de Daesh ont tué des membres du parti de la Renaissance islamique qui jugeaient trop tiède. Et cela en dit long sur les mouvements islamistes entre ceux qui ont pu jouer la carte de la légalisation et du coup de la laïcisation, le cas du PRI, et qui se sont fait déborder sur leur base par ceux qui ont joué la surenchère salafiste et djihadiste. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.